Alors, je vais faire une première introduction courte parce que finalement, tout le monde n'est peut-être pas au même niveau de connaissance, de compréhension de ce que c'est que l'IA. Donc, une petite introduction qui a vocation à vulgariser un petit peu de quoi l'on parle avant que les co-auteurs, notamment, puisque nous avons également un invité supplémentaire, puissent prendre la parole. Alors, au niveau des intervenants, vous allez avoir Claudia Ayika, donc de ETIS Laris, qui est ingénieur data scientist dans ce laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale. Nous avons également Joël Rioux, président et fondateur de Responsage. Nous avons Anna Rourka, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre. Moi-même, qui ai coordonné cet ouvrage, et puis j'ai fait un article sur la formation dans le travail social en particulier. Et puis nous avons un invité, je le disais, M. Patrick Banneux, qui est administrateur territorial hors classe, référent déontologue et ancien directeur de cabinet du président de région Nord-Pas-de-Calais, avant que les régions deviennent grandes régions. Au niveau de l'organisation ce matin, donc cette introduction dont je vous parlais, qui sera suivie par une double intervention de Patrick Banneux et d'Anna Rourka, puis un temps d'échange. S'en suivra une intervention de Joël Rioux, puis un temps d'échange. Puis enfin, nous conclurons avec une présentation de Claudia Ayika, peut-être moi-même si je ne vous ai pas usé, sur la dimension formation. Et puis les ateliers à partir de 11h30. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable conférence. Alors très rapidement, l'IRTS Hauts-de-France, dans lequel vous êtes, vous le connaissez peut-être plus ou moins les uns les autres. Donc 6 sites de formation, 230 salariés, 1350 intervenants occasionnels, 1400 terrains de stage et 8600 apprenants répartis entre formation initiale et formation continue. Mais l'IRTS fait partie d'un consortium national et cette conférence s'inscrit dans le cadre de ce consortium national qui s'appelle CERSO et qui réunit l'ARFISOI de l'IRTS La Réunion-Mayotte, l'ARIFT dans les Pays de Loire, ETIS en PACA, IFEN en Normandie, nous-mêmes et l'IRTS, j'aurais dû finir par nous, et l'IRTS Lorraine dans le Grand Est, dans la région Grand Est. Alors première question à vous toutes et tous, avec le lever de la main, qui dans la salle n'a jamais utilisé l'IA? 3 personnes. Merci pour le courage de lever la main, parce qu'à ce moment-là, on se dit, je le fais ou je le fais pas? On peut même se dire que s'il y a 3 mains qui se lèvent, peut-être qu'il y en a 6 réelles. En tout cas, c'est effectivement bien peu. Vous savez qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être, vont sur des portails audiovisuels. Je réfléchissais à ne pas citer de grandes marques, mais par exemple comme Netflix, comme Prime Video, etc. Netflix, pour arriver à 1 million d'utilisateurs, ils ont mis 3 ans et demi. Savez-vous combien de temps il a fallu à OpenAI ChatGPT pour avoir 1 million d'utilisateurs? Netflix, 3 ans et demi. ChatGPT, combien? 1 mois? Il a fallu 5 jours. Donc ça va très, 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 très vite. Alors l'IA, c'est quoi? Eh bien, comme on vient de le dire, l'IA, c'est une pousse qui sort à peine de terre. Mais c'est une pousse de bambou. Elle va très, très, très vite. On peut parler d'ailleurs d'un phénomène social total. Il touche la Terre entière de manière différenciée, bien évidemment, mais il touche tout le monde. L'IA fonctionne aujourd'hui à partir de données, donc de data. Vous avez entendu parler des big data, il y a tout un enjeu concurrentiel sur cette dimension-là. Et qui dit data center, c'est-à-dire les centres dans lesquels on va stocker toutes ces données. Alors on va tenter une première définition que j'ai voulu intituler « définition non définitive » parce que quand on entend parler d'intelligence artificielle, ça heurte un petit peu. On se dit, mais est-ce que c'est véritablement une intelligence comme celle des êtres humains? Alors voilà, l'intelligence artificielle, c'est un terme un peu galvaudé, mais on pourrait parler d'intelligence algorithmique, un super assistant numérique. Mais ce que je vous demande de retenir, et c'est la première idée clé ce matin, il va y en avoir 6 ou 7, l'IA est un super assistant, mais c'est un outil fait par l'homme et pour l'homme. Alors, une brève histoire et typologie de l'IA. Au temps de la mythologie grecque, vous le savez peut-être, mais il y avait un géant d'airain qui s'appelait Talos, et c'est un automate qui faisait 3 tours de l'île de Crète pour la défendre, et qui repoussait tous les envahisseurs. Donc cette histoire de l'automatisation, elle ne date pas d'hier, elle date d'avant-hier. Deuxième élément d'histoire, 18e siècle, le canard de Jacques de Vaucanson, vous en avez peut-être entendu parler,
qui est également un automate qui pouvait battre des ailes, qui pouvait boire de l'eau, qui pouvait reproduire le mécanisme de la digestion. Et donc, ça posait d'ores et déjà la question de où s'arrête la mécanique et où commence la vie telle qu'on la conçoit. Il y avait déjà, à partir de Vaucanson, ce principe d'illusion entre la vie, d'un côté, et l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? Puis en 1936, vous avez tous entendu parler, je pense, Alan Turing, qui invente une machine capable de résoudre des problèmes complexes, une sorte de supercalculatrice. Puis en 1956, le terme d'intelligence artificielle naît parce que Marvin Minsky de Harvard et John McCarthy du Dartmouth College rassemblent 10 scientifiques pendant 2 mois et leur demandent de réfléchir à une machine encore plus élaborée que celle de Turing. Et c'est dans ces 10 jours, dans ces 2 mois avec ces 10 scientifiques que le terme d'intelligence artificielle est né. Et puis, 2023, je ne vous fais pas toute l'histoire, ce serait trop long, on a dit que c'était une introduction courte. L'IA générative avec les grands modèles multimodaux, capables de traiter de grandes quantités d'informations, capables de générer du texte, de l'audio, de la vidéo, capables de générer du contenu nouveau. Et ça, c'est un virage important. Alors, 3 principaux types de l'IA. Avez-vous entendu parler de l'IA programmée? Vous savez, celle qui fonctionne avec des règles prédéfinies, comme un jeu d'échecs. Si je me déplace sur telle case, alors ça a telle conséquence. D'accord? Donc ça, c'est une IA programmée. Un deuxième type d'IA, c'est l'IA apprenante, ce qu'on va appeler le machine learning. Ici, la machine va être capable d'analyser des données avec ou sans supervision humaine, et donc elle va être capable de reconnaître un canard parmi des millions d'images, parce qu'elle va reconnaître la forme du corps, le bec, les plumes, les pattes palmées, etc. Troisième et dernier type principal d'IA, l'IA générative dont on vient de parler, le deep learning, l'apprentissage profond par multicouches. Il n'y a pas une seule couche, il y en a plusieurs. Et donc, ce genre d'IA va être capable de créer du contenu original. C'est OpenAI depuis 2023. Alors, je cite OpenAI, il n'y a pas que. On a aussi des modèles français comme Mistral. Nous, on aime bien Mistral à l'IRTS. Capable de créer du contenu original, donc, à partir de grandes quantités de données. Et donc, de générer du texte, du son et de l'audiovisuel. Alors, comment fonctionne l'IA? L'IA fonctionne à partir d'un besoin de départ. Enfin, fonctionne. Part du principe qu'il y a un besoin de départ, une question. Donc, mon besoin nécessite une assistance, une meilleure efficacité ou un gain de temps. À partir de là, on dit tous qu'on va utiliser l'IA, mais en fin de compte, c'est un abus de langage. Ce qu'on utilise, c'est un LLM. Si vous devez retenir une chose aussi ce matin, d'un point de vue un peu technique, c'est ça. On utilise des larges langages modèles, des grands modèles d'apprentissage, LLM, qui portent différents noms, comme Mistral, comme Copilot et autres. Et dans ces LLM, qu'est-ce qu'on fait? On va rédiger des prompts. On va poser des questions, donner des consignes pour que l'IA soit orientée sur la réponse qu'on attend de lui. Alors, question, l'IA est-elle intelligente? Ben oui et non. L'IA peut être très performante dans certaines tâches, mais, elle ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas comme un humain. Elle comprend finalement les choses d'une manière très chiffrée, elle calcule et elle prédit des résultats. Donc, deuxième question, l'IA fait-elle des erreurs? Ben oui, elle les fait, et elle les fait d'ailleurs trop bien. Pourquoi? On vient de le dire, parce qu'elle ne cherche pas la vérité comme les êtres humains, elle calcule une probabilité. Alors, quelques vigilances, parce qu'on est dans le travail social, on l'a dit, quelques vigilances par rapport à l'IA. Ben, on est un peu gênés les uns les autres. Puis il y a de la peur aussi. Alors, qu'est-ce qui nous pose problème? Ben, d'abord, la peur de l'inconnu. C'est vrai, on nous a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et l'IA, ça arrive comme ça. Moi, je ne te connais pas. Et pourtant, on en dit des choses dans ces prompts. La vitesse de développement de l'IA, l'impression d'une machine qui s'emballe, l'envahissement du quotidien, le débordement. Regardez dans la salle, 3 personnes qui n'ont pas utilisé et qui, d'ici la fin de la journée, l'auront sans doute utilisé. Dépassement et électronisme. Ben oui, il y a des effets générationnels qui nous divisent. On n'est pas tous égaux là-dessus, donc ça pose problème et ça gêne. La peur aussi d'une machine qui remplace l'humain, voire même la peur qui dépasse et surpasse l'humain. On a tous vu des films de science-fiction avec cette idée aussi que le robot puisse se retourner contre l'humain, contre nous. Et puis enfin, la perte de repères et de sens,
qui du coup a une incidence sur le sens du métier, le sens de la vie. Et il y a tout un projet de société qu'il nous faudra peut-être, tôt ou tard, repenser. Alors très rapidement, l'IA a un certain nombre d'écueils, des illusions, des hallucinations, des biais. Les illusions avec une impression de maîtrise, parce que la machine répond vite, répond clairement, avec assurance. Il y a également un risque d'hallucination. L'IA ne peut pas ne pas nous répondre, donc même quand elle ne sait pas et quand la probabilité de réponse est basse, elle va générer du contenu de manière à nous répondre quand même, et au passage nous flatter, parce qu'elle a été conçue pour ça. Donc les hallucinations, même quand il y a des informations fausses, inventées ou approximatives, pas de problème, elles sont tellement bien formulées qu'on a l'impression que c'est vrai. Troisième type, les biais. L'IA apprend à partir de données produites par les humains. De ce fait, elle peut donc reproduire tous les biais que nous connaissons, les stéréotypes, les biais discriminants, les angles morts. Donc il est absolument déterminant de considérer que l'IA est un super assistant, souvenez-vous, on l'a dit au départ, fait par l'homme et pour l'homme, mais c'est une super calculette, c'est un super assistant, qui peut donc aider à réfléchir, à rédiger, à structurer, mais elle doit toujours faire l'objet de vérification, de contrôle, et à la fin, c'est l'homme qui décide. L'homme avec un grand H, si vous me permettez, l'usage de ce mot ce matin. Alors, dernière partie, les enjeux de l'IA. D'abord, dans le travail social, on le sait bien, il y a une tacite incompatibilité entre l'humain, d'un côté, et le numérique de l'autre. L'humain avec la considération de la relation, de l'intuition, de la nuance, de la complexité, des émotions, la liste serait longue. Et le numérique, où on va être sur de l'automatisation, du chiffre, de l'algorithme, du robot. Et dans le travail social, non monsieur, notre intelligence n'est précisément pas artificielle. Nous l'utilisons tous les jours et un robot ne peut pas nous remplacer. On peut malgré tout dire que les travailleurs sociaux, les professionnels, même au-delà du champ du travail social, peuvent difficilement ne pas monter dans le train du travail de l'IA, au risque que le train lui roule sur les pieds d'ailleurs. Pourquoi ? Si on dit que l'IA et le numérique finalement auraient pour conséquence d'avoir des incidences négatives sur la relation, le contact humain. D'un autre côté, si un professionnel n'est pas en contact avec les évolutions sociétales, il y a bien un péril de professionnel sans contact. Sans contact avec les personnes que l'on accompagne, c'est une chose, mais être sans contact avec la société dans laquelle j'évolue, avec la cité, c'est tout aussi problématique. Et il ne faudrait pas que le paiement soit sans contact. Alors sur les enjeux, je vous propose 7 catégories. Au départ, dans le travail social, nous pourrions avoir des besoins qui nécessitent l'IA. C'est entendu. Une fois qu'on identifie ces besoins, aide à la rédaction, à l'organisation, à la préparation de réunions, à la rédaction de comptes rendus, se pose la question des outils. Ok, j'ai un besoin et peut-être que l'IA peut m'assister et me faire gagner du temps, c'est entendu. Quel outil j'utilise ? Alors il y a des LLM généralistes qu'on a cités ce matin, mais il y a aussi des LLM spécifiques métiers. Charge à chaque institution, à chaque entreprise, à chaque association, de faire un choix entre l'usage de LLM généralistes ou spécifiques métiers. On pourra y revenir si vous le souhaitez. J'ai un besoin, j'utilise un outil LLM, je l'ai choisi. Les données que je vais entrer dans ce LLM, c'est pas rien. On a tous les 4 lettres en tête depuis plusieurs années maintenant, RGPD, CNIL auparavant. Donc quelles données je peux entrer là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire ? Qu'est-ce qui est risqué ? Qu'est-ce qui n'est pas risqué ? Qu'est-ce qu'on appelle données sensibles ? Qu'est-ce qu'on appelle données confidentielles ? Une fois que je suis au clair sur les données, comment je m'en sers ? J'ai un besoin, j'ai un LLM. On m'a dit de faire attention à certaines données. Mais comment je fais pour pratiquer l'IA ? Pour ça, il faut donc se former. Cinquièmement, et là, je sais que dans la salle, vous allez me dire pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, le cadre. Il va falloir poser le cadre des usages. On a le besoin, le LLM, on sait comment faire avec les données, on s'est formé. Oui, mais je suis au travail. Je ne peux pas utiliser l'IA n'importe comment. Il faut un cadre. Ailleurs, il y a l'AI Act, qui est un cadre européen, mais chaque entreprise, chaque association doit également rédiger une charte d'usage de l'IA dans son établissement. Et pourquoi je l'ai mis en 5e position ? Je vous explique, parce qu'il y a fort intérêt, c'est en tout cas ce qu'on défend, à ce que cette charte soit coélaborée avec l'ensemble des acteurs. À l'IRTS Hauts-de-France, nous avons un comité éthique, qui va bien au-delà de l'IA d'ailleurs, mais ce comité éthique est composé de salariés, d'étudiants, on rassemble tous les acteurs et on réfléchit ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? On aurait pu mettre le cadre plus tôt, mais réfléchir au cadre sans s'être formé et sans comprendre comment ça marche, c'est un peu compliqué. 6e élément,
Une fois qu'on a tout ça et qu'on a posé le cadre, une fois qu'on a posé le cadre, on se rend compte que peut-être que ça fait bouger un peu les métiers. Peut-être qu'il va falloir faire évoluer, réorganiser le travail. Peut-être pas. Ça dépend des secteurs. Dernier élément, les perspectives. Aujourd'hui, on parle de LLM et d'IA générative. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais demain, vous avez entendu parler de Yann Lequin et de l'IA Monde. On est sur une toute autre dimension. Ce ne sont plus des LLM, il n'y a plus de data initialement alimentée. On est sur un autre type d'IA, on est sur un autre rapport à l'automatisation et à la compréhension du monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Je ne vais pas plus loin, au risque de faire une digression qui serait trop longue. Mais s'il y a des questions, on pourra y répondre. Alors pour conclure, quels sont les positionnements clés et les convictions que nous vous proposons ce matin? Premièrement, monter dans le train de l'IA avant qu'il ne roule sur les pieds. On l'a dit. Deuxièmement, comprendre l'IA. Et oui, il est indispensable de comprendre l'IA pour pouvoir contribuer et participer à sa mise en œuvre. Troisièmement, l'IA doit rester à sa place d'assistant et non de remplaçant. Quatrième élément, l'IA est souvent un révélateur. C'est-à-dire que dans une organisation professionnelle, alors il y a tout un tas de dysfonctionnements, l'IA entraîne tout un tas de dysfonctionnements. Très souvent, vous vous rendez compte que ces dysfonctionnements étaient déjà là, mais que l'IA est une sorte de révélateur qui fait remonter à la surface, qui exacerbe les dysfonctionnements qui préexistaient. Dernier élément, et mon directeur général Bertrand Copin le dit souvent, donc je ne veux pas prendre cette dimension-là à mon compte, souvenons-nous de la devise des Lumières, rappelée par Emmanuel Kant en 1784. En latin, s'il vous plaît, sapere aude, qui veut dire « osez votre propre entendement ». Avoir un assistant qui va nous faire des prédictions et préconisations algorithmiques, c'est une chose, mais se contenter de cette réponse algorithmique serait une grave erreur selon nous et une catastrophe. Il faut à la fin oser son propre entendement et décider par nous-mêmes. Et enfin, je vous invite, mesdames et messieurs, à considérer que nous sommes peut-être dans cette salle une génération de privilégiés. Pourquoi? Parce que nous, on a été à l'école, on a lu des livres, on a écrit avec des plumes, des stylos bics, des effaceurs. Vous vous souvenez de tout ça? Et les générations qui suivent n'auront peut-être pas cette chance. Et quand je vous dis ça, comprenez-moi bien, ce que je veux dire, c'est que nous avons une responsabilité devant le monde. Non, mais très sérieusement, nous avons une responsabilité justement, et nous avons la capacité, nous peut-être, de faire la différence, de faire la comparaison. Là où d'autres générations qui seraient plus directement amenées à réfléchir et à travailler avec l'IA ne l'auront peut-être pas. Et donc, on doit absolument prendre cette responsabilité très au sérieux et agir dans la cité, s'exprimer, parler, pour que l'IA soit au service de l'humain. Et c'est ce que je vous propose, dernière idée clé, exploiter l'IA en conscience. Voilà donc. À l'IRTS et dans le cadre de CERSO, nous proposons des formations IA travail social de niveau 1, de niveau 2, qui se font en présentiel, en hybride et en distanciel. On pourra les envoyer à tous ceux qui sont inscrits après. Mais ces formations ont vocation justement à comprendre ce que c'est que l'IA pour pouvoir agir sur la mise en œuvre de l'IA. Je vous remercie de votre attention.